Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Alors ça fait 2 semaines que je n'ai pas enregistré, j'ai pas vraiment pu la semaine dernière, Euh, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Merci de venir me voir. Et puis merci à ceux qui reviennent à chaque épisode, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un projet terminé, 2 projets en cours, un peu de mise à jour sur 2 futurs projets. Et à la fin, j'avais envie de faire un petit segment sur le petit matériel, petit ou gros d'ailleurs, mais le matériel en plus d'avoir juste 2 aiguilles et du fil. Donc on parlera de ça tout à l'heure. Vous l'entendez peut-être et vous le voyez aussi peut-être, le son ne sera pas à son apogée aujourd'hui parce que, comme vous le savez peut-être, j'enregistre avec le matériel de prise de son de mon colocataire. Et pendant qu'il n'est pas là, surtout, pendant qu'il est au travail. Et alors j'ai le micro, est-ce que je vais réussir à le montrer? Le micro est là, mais je n'ai pas je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait le boîtier qui fait l'intermédiaire entre le micro et l'ordinateur. Donc j'enregistre avec un petit micro-cravate, j'essaie de parler fort. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais je tenais vraiment en fait à enregistrer ce matin, c'est vrai que j'aurais pu attendre qu'il rentre, lui demander où il était, mais franchement j'ai un petit peu fouillé partout, je pense qu'il l'a peut-être prêté à quelqu'un et il m'a pas forcément prévenu. Bref, on n'est pas là pour parler de prise de son, on est là pour parler de tricot. Donc mon projet terminé, comme vous pouvez le voir, c'est mon granito de Rory Locatelli. Alors je vais essayer de le montrer un peu mieux. En fait, vu que maintenant je suis reliée par un fil à l'ordinateur, j'ai très peur de faire des bêtises. Donc voilà, qui est un pull un peu boxy, avec des épaules tombantes et des poches. Je l'ai terminé il y a une semaine déjà, mais j'ai pas pu le bloquer avant ce week-end. Voilà, je l'ai tricoté en S de mémoire, je crois. Et je l'ai tricoté dans la Super Soft de Holstgarn, dans le coloris Jasper. Et alors, bah c'est ma couleur, hein. J'adore ce genre de bordeaux comme ça. Je trouve que la coupe du modèle est très belle. Alors je me suis beaucoup plaint au début quand je l'ai tricoté. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais peut-être ici, je dirais. Donc j'ai fait tout le corps, les poches et les manches en une semaine parce que je l'ai fini lundi dernier. Donc oui, au départ je m'étais beaucoup plaint de la construction du début parce que c'est plein de... On commence un petit truc, on remonte 3 mailles, on fait des rangs raccourcis. C'est compliqué, mais franchement je trouve que ça vaut carrément le coup parce que le tombé est très joli, les mailles glissées sur les côtés, on les a également, je me tourne pas du bon côté, dans le dos. On a un petit détail au niveau des épaules, c'est-à-dire qu'on récupère les mailles sur l'envers pour faire comme une fausse couture. Vraiment tout ça c'est très joli, enfin c'est vraiment dans le Rory Locatelli, enfin, c'est vraiment dans le style de Rory Locatelli. Et voilà, je trouve qu'au niveau du tombé, les manches sont juste assez... Enfin, elles sont longues comme je les aime. Le corps tombe bien, vraiment... c'est vraiment un super patron. Il y a peut-être juste quelque chose qui m'embête, c'est ça. Mais là, je pense qu'on le voit beaucoup parce que la luminosité vient vraiment du côté, hein, sur la fenêtre, enfin, vient de la fenêtre. Voilà, il tombe très bien. La laine. C'était du coup la première fois que j'utilisais la Super Soft de Holstgarn. C'est vrai que quand je l'ai reçue au départ, j'étais un peu surprise parce qu'elle était très rêche, alors que son nom, Super Soft, je m'attendais... Enfin, je savais que c'était une laine rustique.
Donc en fait, c'est une laine qui gonfle énormément au blocage. Je vais pouvoir vous le montrer avec un autre projet après. Donc c'est vrai que j'avais un peu l'impression de la tricoter déjaugée et en fait quand je l'ai bloquée, non, hein, tout va bien. Il y a simplement au niveau des côtes, là c'est des côtes 1-1, je trouve que... Je tourne mon poignet mais il ne tourne pas. Euh, je trouve que parfois les côtes sont pas toujours très belles. Là je les ai faites du coup en 3 alors que j'ai fait le corps en 3,5. Là où ça a posé problème, c'est au niveau des poches. Parce que, en fait, donc on tricote le corps et quand on arrive ici, on monte pour faire les poches. Donc on met les mailles qui sont là en attente et on monte pour faire les poches. Ce qui veut dire que les côtes sont faites avec la même taille d'aiguille que le corps. Parce qu'on ne peut pas changer au cours du tricot. Et du coup, c'est vrai que là, elle balle beaucoup. Alors, je me dis que je vais essayer peut-être de passer un petit élastique dans mes côtes sur l'envers pour essayer de resserrer un petit peu. Au blocage, qu'est-ce que j'ai fait au blocage? J'ai rien fait de particulier sur les poches, j'ai pas essayé de forcer ou autre, donc voilà. Et un autre problème que j'ai également avec les côtes, alors je sais pas si ça va se voir, je vais me reculer. Parce que le fond des poches est cousu au niveau des côtes, ça a joué sur la tension et voilà, en fait, ma côte de devant, là, ça le fait pas trop. Mais la partie devant a tendance à rebiquer comme ça. Euh, idem, si je vois que c'est un problème, j'irai passer un petit élastique pour essayer de contrer ça. Mais sinon, c'est le seul problème, les seuls problèmes que j'ai rencontrés. Il y a eu beaucoup de fils à rentrer, surtout au niveau de voilà, tout ce qui est construction au niveau des épaules, de l'encolure. Après, rentrer de la super soft, hein, vu que c'est de la non super wash, c'est de la rustique, donc en fait, quand on rentre, les fils tiennent bien, et voilà. Coudre les poches, c'était mes premières poches en tricot. Alors c'était intéressant de voir comment c'était fait. Au niveau de la couture, bon clairement là j'ai les mains dedans. De toute façon je mettrai rien dedans, soyons honnêtes. Parce que je les ai vraiment cousus histoire que ça se tienne, mais pas histoire qu'on puisse y ranger grand chose. De toute façon, mettre des trucs dans des poches en tricot, c'est élastique, donc ça sert à rien. Mais c'était sympa, par contre, bon, comme d'habitude, hein, je déteste toujours autant coudre avec de la laine. Enfin, faire un montage en fait avec de la laine, je trouve ça très très chiant. Euh, La laine, quand je l'ai bloquée, a dégorgé, mais je me suis dit quand je vais sortir mon pull, il va être blanc en fait, il y aura même plus de teinture dedans tellement elle a dégorgé. J'avais fait une petite story sur Instagram, j'essaierai de l'insérer là pour que vous voyez, mais c'était impressionnant. Alors que ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai tricoté, parce que j'ai déjà eu un problème de laine qui dégorgeait, avec le gilet pour ma tante qui était dans un très très beau bleu, et en effet, quand je savais que ça allait dégorger, parce que quand je tricotais, j'avais la marque, notamment moi j'enroule, je gère la tension de mon fil en enroulant le fil autour de mon index, et j'avais vraiment la marque bleue de la laine. Là, j'avais pas vraiment de marque en fait en tricotant, donc j'étais super surprise et dès que je l'ai plongé dans l'eau, c'était rouge quoi. Donc là, c'est vrai que je le porte, mais j'essaye de surveiller un petit peu s'il déteint sur moi. Je verrai quand je vais le laver la prochaine fois s'il continue à dégorger et s'il dégorge encore. Il se prendra un petit bain de vinaigre ou d'acide citrique ou quelque chose pour fixer un petit peu la couleur. Mais j'ai pas la sensation que qu'elle ait perdu en intensité ou quoi que ce soit. Je vous montrerai bien la laine avant blocage, mais en fait j'ai utilisé la totalité de mes 4 pelotes. Je dis 4 pelotes parce qu'en fait la super soft elle est plutôt conditionnée comme de la light fingering.
Donc en fait, moi j'ai utilisé 4 pelotes, donc 200 grammes, et ça faisait donc 1150 mètres à peu près. Donc je pense pas que vous puissiez le faire tenir dans 2 écheveaux de fingering traditionnel. Je suis pas sûre que ça tienne, il faudrait voir avec les mesures. Non, de toute façon ça tiendra pas parce que ça ferait 800 mètres. Le calcul mental le lundi matin. Mais en fait, j'ai vraiment tout utilisé. J'ai même eu peur quand j'ai cousu les poches. J'avais peur de ne plus avoir assez de laine en fait pour terminer mes points. Je pense que j'ai fini, il me restait ça. Donc au moins, d'une, je sais que je vais pouvoir m'en faire d'autres dans ce fil-là. Il y a tellement de couleurs. Et je sais pas, j'ai eu un déclic la semaine dernière. Moi qui étais un petit peu figée au niveau des couleurs de ce que je faisais, là j'ai envie de me faire tout. J'ai envie de me faire un pull par exemple vert sapin. Ça m'était jamais arrivé avant. Ouais, là j'ai envie de plein de couleurs. Et je me dis que c'est tellement un basique, on peut le faire sans les mailles glissées, on peut le faire sans les poches. Euh, je trouve que vraiment les manches sont super jolies. Alors voilà, bref. J'adore ce pull. Euh, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Au bout de 11 minutes, il serait peut-être temps. Euh, Si, le porter de la laine au niveau de la peau, parce que c'est vrai que c'est une laine qui fait assez rustique. Là, je la porte uniquement avec un petit caraco en dessous, donc elle est quand même en contact à ce niveau-là. Pardon. Au niveau du cou, alors les manches, j'ai tout. Et alors, moi, je me rends compte que je suis pas très sensible à la laine. Et franchement, à part quand. Même là, c'est supportable. Non, je la trouve vraiment. Je la trouve vraiment super et elle coûte 3 fois rien en plus. Enfin, c'est de la vraie laine avec des belles couleurs. Ouais. Juste à tricoter, le problème que j'ai pu avoir, c'est que euh, moi je tiens mon fil normalement uniquement autour de mon index. Et donc le fil a tendance à. euh, le fil après entre ma main et la pelote a tendance à toucher en fait la partie du tricot qui est déjà faite. Et ça a tendance à accrocher. Donc c'est vrai que j'ai dû un petit peu changer ma méthode en le passant notamment autour du petit doigt pour essayer d'éloigner le fil du tricot, mais sinon c'est vraiment le seul problème que j'ai eu. Les pelotes, elles arrivent, elles sont déjà conditionnées, elles sont déjà en pelote, des petites pelotes cake comme ça. Donc c'est super, c'est en 50 grammes, donc du coup quand on a des... Parfois on se retrouve entre deux longueurs en fait et on se retrouve obligé d'acheter tout un écheveau de 100 grammes alors qu'on n'en utilisera que 10%, ben voilà, là on peut un petit peu plus euh, gérer ses restes au final. Donc c'est vrai que pour le moment, la Holzgarn, j'en suis plutôt super contente. Entre la Noble dans laquelle j'ai fait mon Like a Cloud que je porte pratiquement tous les jours, et la Super Soft, pour le moment je suis plutôt impressionnée par cette laine. Notamment par rapport à son prix en fait. Voilà. Je vais donc passer au projet en cours. Non, j'avais pas commencé la dernière fois. Ça faisait partie. Non, parce que j'attendais la laine, c'était ça. J'ai donc commencé le Windfell Sweater de Jennifer Steinglass. La dernière fois, je l'ai appelé Steinglass parce que j'avais envie apparemment. Qui est donc un pull en jacquard qui se tricote en partant du bas. On commence donc par le corps, que j'ai terminé. Et donc il y a une petite partie de jacquard en bas du corps et en bas des manches. Alors c'est bien parce qu'on le voit très bien, on voit très bien qu'il y a une différence au niveau de la laine entre le bas et le haut. En fait j'ai bloqué mon bas pour vérifier que mon jacquard se tenait bien. Parce que comme quand on la tricote, elle a l'air déjaugée,
j'ai vraiment voulu vérifier si elle était bien quand elle était bloquée. La réponse est oui, donc je suis contente. Parce que souvent, moi, ce que je fais, c'est que je tricote quand j'ai du jacquard dans un pull, une partie de jacquard, j'augmente d'un quart d'aiguille. Et là, j'avais des doutes parce que j'avais peur que ce soit trop fin. Bref, j'ai fait mes essais. Mais du coup, ça vous montre vraiment que le blocage, c'est important, d'une, et que cette laine, vraiment, elle gonfle au blocage et elle... je vais pas dire qu'elle dégorge du coup, parce que là, c'est du non-teint, mais en fait, elle devient plus blanche. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, moi, je l'ai vu à l'eau de blocage quand je l'ai vidée. Alors pourtant, j'ai pas mis grand-chose, hein, mais déjà, l'eau était un petit peu sale. Euh, et donc moi qui avais peur que ce soit trop jaune, en fait le blanc rend très très bien une fois qu'il est bloqué. Donc j'en suis super contente. Je le tricote pour une amie qui me l'a commandé, qui rêvait d'un pull islandais et qui a craqué sur ce modèle. Un modèle qui d'ailleurs pour le moment n'est pas disponible en téléchargement, je m'empêtre dans les fils. C'est un modèle pour le moment qui n'est pas disponible en téléchargement, qui est dans la publication Woods de Making Wood ou Woods. Attendez, je l'ai là, je vais essayer de l'attraper sans tout casser. Je ne peux pas. Donc voilà, la publication Woods de Making Story que Célia du compte Instagram Céliazut m'a gracieusement prêté pour que je puisse faire le modèle à temps. Et je me suis engagée à acheter le modèle en fait quand il sortira en téléchargement individuel. Parce que j'ai eu beau contacter la designeuse, j'ai pas eu de réponse. En même temps, je l'ai contactée sur Instagram parce que je trouvais pas son mail. Donc merci encore Célia de m'avoir permis de pouvoir commencer ce tricot à temps pour pouvoir le finir pour Noël, vu que j'ai 5 pulls que je veux tricoter avant Noël. Ceci dit, vu la vitesse à laquelle j'avance avec celui-ci, je m'inquiète pas trop. Parce que donc du coup, j'ai fait le corps, hein, il y a des très légères diminutions au niveau de la taille, si on le voit bien. Un cintrage, comment ça s'appelle en français? J'ai demandé à ma maman qui fait de la couture. Et je sais plus ce qu'on avait décidé, mais en tout cas voilà, le modèle est cintré, j'ai fini ça. Et hier, j'ai commencé la manche. Euh, alors j'ai fini le corps hier, j'ai fait la manche hier, c'était un dimanche très productif. Euh, que du coup je peux faire sur mes 30 cm et ça je crois que ça change tout parce qu'en fait ça avance beaucoup 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 plus vite. Du coup j'en suis super contente. J'ai l'impression qu'elle est large et en même temps je me dis que les 30 cm peut-être élargissent mais une fois que ce sera bloqué ce sera bon. En tout cas j'ai l'impression qu'on augmente très 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 régulièrement. Enfin de façon très rapprochée. On verra. Je tricote donc ce pull pour une amie qui voulait les mêmes teintes que le modèle de base. On est donc parti sur le Bleach White de Holzgarn Super Soft. Et en coloris contrastant, en fait... Ah, j'aurais dû vous montrer l'autre. En coloris contrastant, il a été très facile de trouver le bleu clair qui est à l'intérieur du jacquard, c'est le coloris Iced. Qui est légèrement chiné en plus. Je suis très pressée de voir comment il se fait dans le jacquard, parce que j'ai pas fait d'échantillon pour le jacquard, parce que je suis une putain de rebelle. Et ensuite, pour la couleur contrastante, la couleur contrastante numéro 1, on a hésité entre ces deux coloris. Donc ça, c'est Glacier, Glacier. Alors à la caméra, c'est presque joli, mais en fait, je trouvais que cette couleur était vraiment très très belle. Et le problème qu'on a, c'est que souvent, quand on n'a pas assez de contraste entre les couleurs, dans le jacquard, ça fait pas beau. Donc, puis, moi, ce bleu, il m'enjaille pas des masses, en fait. Et comme ma copine me dit, je te fais confiance, tu choisis, et ben, je me suis dit que
ce bleu-là, c'était peut-être le meilleur choix. Donc je verrai ce que je fais avec ça, hein. Peut-être que je le déstacherai, peut-être que je sais pas. Je suis pas sûre un jour de me tricoter quelque chose dans ce bleu-là, mais pour quelqu'un d'autre ça peut servir, donc bref. Là n'est pas le sujet. Non, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Donc du coup non, j'ai pas dit. Ce coloris-là, c'est le coloris Marlin. Marline. Je suis désolée, la luminosité change parce que c'est l'automne. Qui est pas beau. Et si je mets mes lumières à moi, c'est très jaune, donc c'est pas très joli. J'essaierai de, comme d'habitude, de régler ça en post-production. Euh... Non, tout se passe plutôt bien pour ce pull, hein, donc j'ai pas l'habitude de ces constructions comme ça où on commence par le corps, ensuite on fait les manches, et à la fin on peut faire enfin le jacquard. Mais vu comment j'avance vite, je me dis que c'est peut-être une méthode en fait qui me convient bien. Et j'espère qu'en fait, moi c'est vrai que quand je fais des augmentations, j'ai tendance à avoir des trous. Donc si je commence mon pull par le haut, du coup je vais faire des augmentations. Et je sais que sur mes augmentations droites, j'ai tendance à avoir un petit trou. Alors que là je me dis si c'est des diminutions, j'aurai peut-être un jacquard qui sera plus joli. On va voir. Donc je l'avance bien, hein, non, non, j'en suis contente. Je suis curieuse de voir comment la jonction, comment le début du yoke va se faire. Parce que le seul pull que j'ai tricoté de la même manière, c'était le Marik de Along avec Anna pour enfants. Et en fait, je me suis retrouvée coincée à enfin, du coup, à la jointure en fait. Parce que je pouvais pas travailler en circulaire parce que j'avais trop de mailles en fait à ce niveau-là pour pouvoir les avoir sur mon aiguille, donc je devais travailler en Magic Loop. Sauf que là, je suis déjà sur un cap de 80 cm. Quand je vais rajouter mes manches, je serai probablement pratiquement à 100. Et j'ai pas, enfin, en fait, j'ai un cap de 100, mais j'ai pas plus, donc je peux pas faire de Magic Loop. Voilà. C'est un petit peu mon inquiétude. On verra ce que ça donne. Le Marix, c'était un modèle bébé, c'était du 6 mois, donc peut-être que les proportions étaient différentes, peut-être que là j'arriverai mieux à gérer. Je ne sais pas. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Euh, et voilà. Le projet suivant, qui est un nouveau projet également, j'ai bien travaillé pendant ces 2 semaines, c'est le bonnet Rocky Harbour de Alison O'Mahony, euh, qui est un patron distribué par Knitpicks. Et alors j'ai eu beaucoup de mal pour le télécharger. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, on peut pas l'acheter directement sur Ravelry, il faut passer par la boutique Knitpicks. Ce que j'ai fait. Donc je voulais payer pour un contenu immatériel, pour quelque chose de téléchargeable, mais il me demandait quand même une adresse d'envoi. Et du coup, moi, mon adresse d'envoi est en France, évidemment. Et ça ne passait pas. J'ai essayé avec une adresse bidon aux États-Unis, ça ne passait pas non plus. J'ai râlé sur Instagram. J'ai râlé en story, mais au final, râler en story, ça marche un petit peu parce que j'ai râlé parce que je pensais que j'aurais jamais le patron du Winfell à temps. Et du coup, il y a des gens qui se sont proposés. J'ai râlé sur le fait que Knitpicks est un site qui veut une adresse de livraison pour un contenu téléchargeable. J'ai des gens aux États-Unis qui m'ont proposé d'utiliser leurs adresses. Bon, bref. Donc merci à tous ceux qui m'ont proposé des solutions. J'ai du coup j'ai contacté le service client en leur disant bah c'est quand même bizarre. Et eux m'ont donné en fait l'adresse de leur boîte postale, enfin d'une PO Box en fait. Et même en faisant ça, ça ne marchait pas. Et en fait, j'ai compris d'où venait le problème, c'est que je payais avec PayPal. Et du coup, le site prenait
les informations de livraison de PayPal qui étaient donc bien mon adresse française, donc ça buguait. Donc je suis passée par carte avec l'adresse donnée par Nitpix et ça fonctionnait. Donc ça a été tout un bazar pour un patron à 5 balles, mais c'est pas grave. J'ai donc eu le fameux patron qui est un bonnet en brioche que je tricote avec les mêmes couleurs que le patron. Je le tricote pour le papa d'une amie, une autre amie. Donc décidément les gens... C'est vrai qu'on voit que dalle, ça m'énerve. Les gens ont peut-être du mal à visualiser avec d'autres couleurs, mais c'est vrai que ces deux couleurs-là sont très très belles. C'est de la Heritage de Cascade Yarns dans le coloris marine foncé, donc navy je crois, et le coloris canard céruléan pour la couleur contrastante. Enfin ceci, il n'y a pas vraiment de coloris contrastant parce que la brioche c'est réversible, donc... Et donc c'est un bonnet tout en brioche que j'ai commencé, donc j'ai fait 10 cm je crois. Alors j'ai eu quelques problèmes au niveau du montage. Il faut savoir que j'avais pas fait de brioche depuis probablement 1 an, ça doit être ça. Que je suis très nulle en montage, les montages m'énervent, j'aime pas faire ça. Et le modèle disait de suivre le montage de couleurs à l'italienne. Qui en fait, si j'ai bien compris, parce qu'en fait j'ai regardé une vidéo, j'ai commencé à faire et je me suis dit c'est bizarre, mes mains connaissent déjà le mouvement, donc j'ai déjà dû faire ça à un moment. Et en fait c'est ce qui correspond de mémoire au montage tubulaire, mais qui du coup se fait avec 2 couleurs. Sauf que le problème c'est que quand on montre un montage sur une dizaine de mailles, ça paraît simple. Quand il faut le faire sur, là je crois que j'ai un peu plus d'une centaine de mailles, c'est déjà un petit peu plus compliqué et surtout il y a des rangs de mise en place, des setup rows en mise en place à faire pour ce montage là. Donc quand on fait un montage tubulaire traditionnel, il me semble qu'il n'y a qu'un rang de mémoire. Pour la brioche, le rang de préparation il se fait sur 2 rangs, donc on a déjà un montage qui est un peu bizarre pour le montage tubulaire. Il faut réussir à... Non, on ne joint pas à ce moment-là, on fait de l'aller-retour. Bref, j'ai passé 1 heure lundi dernier à essayer ce montage-là, à faire confiance au patron, et en fait tout était tordu, twisté, emberlificoté, donc j'ai tout enlevé et j'ai boudé un petit peu. Et puis j'ai cherché en fait d'autres montages pour bonnet en brioche et j'ai trouvé... Je me sens bête parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Je l'ai trouvé sur un modèle gratuit de bonnet de Steven West. Et en fait tout simplement... C'était un cable caston, donc un montage tricoté, je sais plus comment ça s'appelle en français, que je fais jamais d'habitude, avec 2 couleurs. C'était extrêmement long à faire. Je l'ai fait en 3,5 il me semble pour avoir... parce que la brioche c'est extrêmement élastique. Et c'est plutôt pas mal, j'en suis plutôt contente parce que j'avais peur que ça baille et que ce soit pas beau, enfin que ça fasse un deuil. Et j'avais également peur que ce soit trop serré et que ce soit pas confortable à porter. Mais je pense que j'ai trouvé, enfin je suis tombée sur un juste milieu qui me plaît plutôt bien et je trouve que ça fait une bordure assez jolie. Alors ça fait pas une bordure tubulaire, hein, mais mes capacités techniques ont leurs limites. Et donc voilà. Pour ce qui est de la brioche en tant que telle, donc j'avais pas tricoté de brioche depuis 1 an, j'avais pas fait d'échantillon, parce que là encore je suis une putain de rebelle, et que j'aime bien me compliquer la tâche. Globalement ça s'est bien passé, mais en fait il faut que je me souvienne que la brioche, La brioche, si vous faites que ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres projets à côté, il y a un moment où on peut passer en pilote automatique. Moi, comme je switchais entre de la brioche et du jersey,
Il fallait pas que je le fasse quand j'étais fatiguée parce que je sais pas si ça va bien se voir, mais j'ai une ligne là, parce qu'en fait, est-ce que ça se voit plus là, avec ma super luminosité et en plus. Oui, ça se voit bien. Hop. En fait, j'ai une ligne parce que j'ai fait des burks à la place des burps. Les tricoteuses de brioche comprendront. En gros, j'ai tricoté à l'endroit au lieu de tricoter à l'envers des mailles sur, je sais pas, 6 mailles. Et le problème de la brioche, c'est qu'en fait, comme pour chaque. Il faut tricoter 2 fois chaque rang parce qu'on tricote une première fois avec une couleur, une deuxième fois avec l'autre couleur. Ce qui fait qu'en fait, il faut un petit peu de temps pour voir les mailles se faire. Et du coup, en fait, j'ai pas vu mon erreur. Et alors, chez moi, la brioche, c'est je ne détricote pas la brioche parce que j'en suis incapable. S'il y a une maille qui tombe, je la récupère comme je peux. Parce que, enfin, la brioche, j'arrive à le faire, j'arrive à faire des augmentations, des diminutions, mais par contre, je ne comprends pas physiquement comment ça se met en place, et du coup, je suis incapable de rattraper des erreurs. Et comme je prévois pas de me faire. Enfin, la brioche, je trouve ça sympa, mais j'en ferai pas tout le temps. Donc, j'ai pas envie de. Voilà, d'améliorer ma technique en brioche. Donc il y a eu ça comme erreur et il y a eu, alors c'est au niveau de la jointure au niveau du début du rang en fait. Alors ça se voit presque pas sur ce que je considère comme l'endroit en ce moment. Par contre sur l'envers, vous le voyez là, ce petit point qui a rien à faire ici. Voilà, en fait, j'ai au lieu de commencer avec mon fil d'un côté, je l'ai commencé avec le fil de fin. C'est pas clair. Mon fil n'était pas du bon côté, ce qui a fait que sur l'endroit je voyais rien, mais sur l'envers j'avais un fil qui était malencontreusement pas là où il devrait être. Enfin là où il devrait pas être. Mais sinon ça va. Puis clairement hein, c'est des trucs qui me sont arrivés voilà, au début. Puis une fois que je me suis dit tricote ça quand t'as la tête à ça et pas quand t'es fatigué, ça va beaucoup mieux. Je suis très contente au niveau des couleurs, je trouve que ce côté-là est très très joli. Mais qu'en même temps, voilà, si on veut quelque chose de plus discret, euh, ça c'est pas mal aussi. Et en fait, le modèle préconise de le porter avec un revers, ce qui fait on a ça dans l'idée. Donc voilà, c'est un petit peu mon projet quand j'ai pas envie. Enfin, voilà. J'ai quand même 2 projets assez complémentaires. Voilà, voilà. Je suis extrêmement bavarde aujourd'hui. Ça va être un épisode très long. Que je suis pas normalement du genre à être bavarde, mais ça fait 2 semaines. Je suis contente d'enregistrer. Voilà. C'est tout pour mes projets en cours. Les futurs projets, parce que j'avais 2 autres projets, 2 autres pulls qu'on m'avait demandé. Parce que là, tout ce que je tricote, c'est des commandes. Aux alentours de Noël, c'est souvent ça. Puis après, en janvier, je, je passe en mode non, je vais tricoter des trucs pour moi. Mais en vrai, j'aime beaucoup tricoter pour les autres, donc ça me fait très plaisir. Euh, et donc, dernier podcast, je disais que j'avais commandé plein de laine. Donc en effet, hein, j'ai reçu un colis qui faisait plus d'1 kilo de laine. J'étais contente. J'ai donc reçu la laine pour le pull pour une de mes copines, A Hint of Summer, qui est un pull à rayures. Qu'elle voulait en bleu marine et blanc. Alors, j'ai bien reçu le bleu marine en cascade, enfin en héritage de cascade yarn, donc la même base en fait que pour le gilet. Mais elle n'avait plus de blanc, du coup en fait j'ai pris le blanc de la base que je suis en train de tester. Ma base à chaussettes c'est du mérino super fin avec un peu de nylon. Et globalement c'est la même composition en fait que celle-ci. Donc en navy, marine foncée et en montin. Donc j'en ai 2 de chaque. Et je pense que je vais le commencer incessamment sous peu, vu que j'ai terminé le corps du Winfell. Je vais essayer de faire comme ça, en fait, d'avoir un corps, des manches. Ça me paraît pas mal. Il me semble qu'il se commence par le haut, ce qui veut dire qu'il faut faire un peu de construction et ça va m'embêter.
Mais voilà. Déjà aujourd'hui, je vais les mettre en pelote et puis voilà. Et pour le deuxième pull, qui est un pull pour homme, le Ridari de Védis Jónsdóttir. Ça se prononce vraiment pas comme ça, je suis vraiment désolée, mais comme je disais, j'ai pas fait islandais et les deux. Qui est donc un jacquard très traditionnel qui se tricote en Letlopi Istex. Alors, j'ai reçu deux décoloris. J'ai reçu le gris 56 et le bleu 94-19. Alors j'ai beaucoup du gris, j'ai une pelote du bleu et j'attendais l'Area Pro du noir et de l'écru. Donc noir 59 et écru 51. Alors la Letlopi, c'est donc une laine islandaise mèche. 100% laine, non superwash. Et ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai reçue, j'étais très pressée de la toucher. Et en fait, quand je l'ai touchée, je me disais presque, on dirait un acrylique de mauvaise qualité. Donc j'étais un peu, un petit peu déçue. Et en fait, j'ai fait mon échantillon. Je l'ai bloqué. Mon échantillon tombe pile poil. J'ai nickel le bon nombre de mailles avec la bonne taille d'aiguille. Je suis ravie. Ce qui veut dire que j'aurais pas à me prendre la tête avec tout ça. Un échantillon parfait. Et au blocage, la laine s'adoucit. Elle devient vraiment très agréable. Alors ça reste une laine très rustique, mais en même temps c'est le genre de pull où on porte quelque chose en dessous. En fait, à manches longues, c'est vraiment un pull pour quand il fait vraiment froid. Donc voilà, le destinataire savait, il a choisi en connaissance de cause. Euh, et donc voilà, je suis assez pressée de le commencer, mais comme je sais que voilà, c'est de l'aragne, il me semble, ça va se tricoter beaucoup plus vite. Donc je préfère faire d'abord mes pulls en fingering, et de toute façon, vu que j'ai pas toutes les couleurs, et qu'il se commence par le bas, et qu'en gros il y a genre 3 rangs comme ça, et directement il me faut le noir que je n'ai pas encore. Je peux pas le commencer et en vrai ça me faisait un peu suer de commander, de faire une commande avec des frais de port pour 3 pelotes alors que je sais que là bientôt je vais avoir besoin d'autres laines pour d'autres projets. Euh, donc voilà, j'attends un petit peu, j'ai des choses à tricoter, je suis pas sans laine donc ça va. Et voilà, pour ce qui est du tricot pur, pas de filage cette semaine, enfin pas de filage dans les 2 semaines passées. Parce que voilà, j'ai des commandes pour Noël, donc je me concentre un petit peu sur ça. Comme vous pouvez voir, j'ai même pas commencé ma deuxième tresse. Voilà. Puis quand je m'y suis un petit peu mis en début de semaine, je sais plus quand, ça marchait pas. Ça marchait pas, donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave, plus tard. Comme je le disais au début de l'épisode, ça faisait un moment que j'avais envie de parler de matériel. Euh, pour le tricot, c'est vrai qu'on peut se contenter d'avoir une paire d'aiguilles et de la laine et on peut très bien faire tout ce qu'on veut. Euh, Pratiquement toutes les choses dont je vais parler en fait sont, on peut s'en passer, ça peut être remplacé par autre chose, ça peut être bidouillé. Euh, mais je suis... pour moi je trouve que quand on a du bon matériel, on arrive à faire de belles et bonnes choses. Donc j'avais envie de parler un petit peu du petit matériel qui peut être autour du tricot et qui peut être utile, par exemple. Voilà. Enfin, après, ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas, je vais aussi le préciser. Voilà. J'ai trié ça en préparation du tricot, pendant le tricot et après le tricot. Évidemment, il y a des choses qui marchent dans les 3 catégories, mais voilà, j'ai essayé un petit peu de trier pour moi aussi m'y retrouver un petit peu mieux. Euh, Avant le tricot, il est fort possible que la laine, vous la receviez en écheveau. Quand elle est en écheveau, on ne peut pas tricoter directement en partant de l'écheveau, il faut la mettre en pelote. On peut la mettre en pelote en mettant l'écheveau entre 2 dossiers de chaise, entre les genoux, et puis la bobiner sur sa main. Mais ça prend du temps, c'est assez fatigant, et on n'a pas
en perdre pour ça. Il existe donc des petites choses comme ça qui s'appellent un bobinoir, ça se fixe sur la table. On passe le fil, on bloque, on tourne, ça fait une bobine, enfin une pelote, un cake comme ça. C'est très pratique aussi si vous devez défaire un long projet. Moi je sais que je l'avais acheté quand j'avais fait une couverture au crochet et qu'il avait fallu que je défasse un bout, enfin à peu près tout. J'avais pas fini la couverture heureusement. Ça a été très pratique parce que sinon c'est un petit peu la galère. Bon. Alors ça, pardon, excusez-moi, c'est globalement une trentaine d'euros. Ça peut être trouvé soit sur internet, soit en magasin. Il y en a en bois qui sont très très jolis mais un peu plus chers. Moi franchement ça me convient très bien. Les seules fois où j'ai pu avoir un petit problème c'est avec quand il y a un peu de soie dedans, ça a tendance un petit peu à sauter. Mais franchement si on fait attention, je trouve que ça suffit très bien. Moi celui-ci je l'ai acheté à la droguerie par exemple. En deuxième, on a le dévidoir. Donc le dévidoir également se pose sur une table, après on serre, et il se... C'est pas facile à une main, c'est plus facile quand il se déplie. Voilà, vous mettez votre écheveau, vous dépliez, on fixe, et magie, ça tourne. Pendant très longtemps, je n'ai pas utilisé de dévidoir. Je pense que le mien a peut-être un an et demi. Parce que je trouvais ça un petit peu cher. Globalement, c'est autour des 40 euros. Après, c'est un bel objet, c'est un objet qui est complexe, entre guillemets. J'en ai rarement vu en métal, en plastique, qui sont souvent en bois. C'est quand même joli comme objet. Et en fait, à partir du jour où je me suis dit, bon allez, je vais en acheter un, je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Vraiment, ça c'est un truc qui a changé ma vie. Parce qu'avant, mettre en pelote, même avec un bobinoir, ça me prenait une petite heure, je dirais. Maintenant, c'est 5 minutes. Et donc là encore, hein, ça peut se trouver en ligne ou en magasin. Également, moi je l'ai acheté à la droguerie. Voilà. Ensuite, si vous êtes une bonne tricoteuse, vous faites des échantillons. Donc il faut bien quelque chose pour mesurer cet échantillon. Moi j'avais reçu ce petit objet très pratique. C'était lors d'une de mes premières commandes chez Laine & Tricot, enfin une première grosse commande. Ça m'avait été offert en cadeau. C'est de la marque Knitproof. Et donc en fait, vous avez à la fois une règle en centimètres et en inches et en pouces. Et en fait, au milieu, vous avez une partie qui fait un petit peu loupe et vous avez une gradation pour souvent les échantillons sont donnés en 10 cm ou 4 pouces. Et donc vous avez la gradation là. Et je la trouve très pratique. Je trouve ça pratique aussi d'avoir une gradation en pouces parce que beaucoup des patrons américains, voire même anglais je pense, donnent parfois uniquement les indications en pouces et ça m'énerve de faire les conversions. Enfin parfois c'est pratique voilà, de juste pouvoir poser ça et savoir. Également quelque chose qui est pratique en fait c'est les jauges à aiguilles parce que suivant le matériel que vous avez, la taille de l'aiguille n'est pas forcément notée sur les aiguilles. Notamment, je sais que sur les doubles pointes, c'est pas noté. Enfin, sur certaines doubles pointes, même sur certaines circulaires d'ailleurs. Parfois, l'inscription peut s'effacer. Donc, une jauge à aiguille, en fait, c'est tout simplement. J'ai pas d'aiguille ici, mais on va prendre un crochet, c'est pas grave. Voilà, on met dans le trou et quand ça correspond au trou, on sait quelle taille ça fait. Là où aussi celui-ci est pratique, c'est que vous avez, donc ça va jusqu'au 12 mm, et vous avez de chaque côté la correspondance en taille US. Ce que je trouve très pratique parce que parfois, pareil, il y a des patrons qui donnent que les tailles US. Et je suis incapable de retenir les tailles US parce que pour moi, elles n'ont pas de logique. Après, voilà, je me souviens, avant de recevoir l'autre, je pense, j'avais acheté en fait tout simplement ça. Je l'avais acheté à Tissu du Renard, je crois, pour 3 balles. Hein. Mais ça, c'est quand même pratique avant de commencer son projet. Pendant le tricot,
Pendant le tricot, ce qui est très pratique, c'est des marqueurs. Alors, les marqueurs, en vrai, ça peut être remplacé par des bouts de laine. On prend un bout de laine, on fait un nœud pour avoir une boucle, et ça sert de marqueur. Pas besoin forcément d'investir dans... Mais moi, ce que je trouve le plus pratique, ce sont des marqueurs qu'on ne voit pas, apparemment. Je vais essayer de prendre un rouge. Ces marqueurs-là, pour moi, sont les plus pratiques parce que ce sont les plus polyvalents. C'est des petites épingles, comme une épingle à nourrice, mais avec un bout rond, plus large, qui peut servir à la fois d'anneau marqueur et de trucs qui s'accrochent en fait. Donc, par exemple, sur ma manche, ça me permet de noter mes diminutions, mais ça, bon là j'ai pas mis ça, j'ai mis un autre truc parce que voilà, mais je peux aussi le mettre directement sur mon aiguille pour me servir de marqueur sur l'aiguille. Quand je fais, par exemple, quand je perds une maille, je me rends compte après, hop, je passe l'anneau, le petit marqueur, comment ça s'appelle? Une épingle de sûreté. Je passe l'épingle de sûreté dans la maille perdue. Et je sais que voilà, d'une, je la verrai bien quand je vais rentrer mes fils et je pourrais récupérer la petite erreur à ce moment-là. Quand ça fait trop longtemps que la maille est tombée, par exemple. Après, je trouve qu'ils ne se valent pas tous. Moi, j'ai acheté dans une petite boîte en carton, en plus, je trouve ça pas mal parce que, voilà, pas de plastique. Des Coconits, j'en ai 60 pour 12 €, il me semble. Et il y a plein de couleurs différentes, ce qui est pratique aussi parce que parfois on a besoin de marquer différentes choses. Donc on peut se dire le marqueur rouge c'est pour telle chose, le marqueur bleu pour telle chose. J'avais acheté chez My Name Is des marqueurs qui étaient eux couleur métallique. Donc il y avait du noir, du cuivre, on voit rien mais vous allez me croire sur parole, du doré et de l'argenté. Le problème que j'ai, c'est que je trouve qu'en fait, ils sont pas très bien finis au niveau de la pointe, et quand je prends des mailles, ça abîme la laine. Donc je trouve pas que ceux-là soient les plus pratiques. Petit tips aussi, parfois les marques de vêtements attachent leurs étiquettes avec des petites épingles de sûreté comme ça. Ça vaut le coup de les garder. En vrai, on n'a pas vraiment besoin de 60 panneaux marqueurs. Et voilà, c'est une bonne façon de recycler. C'est des choses qu'on jetterait ou qui traîneraient dans un tiroir. Ceci dit, quand je dis on n'a pas besoin d'en avoir 60, c'est un petit peu faux parce que l'épingle de sûreté à nos marqueurs, c'est un peu l'équivalent des pinces à cheveux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous en achetez 60, moi je suis sûre que j'ai plus mes 60 colorés. Par contre, j'en retrouve un peu partout chez moi, à des endroits improbables. Donc je pense que la nuit, il leur pousse des petites jambes et ils se cassent de ma boîte. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est... Bon, en fait, depuis que j'ai acheté ceux-là, j'utilise plus rien d'autre à part les petits décoratifs que j'avais achetés chez Twill & Print, mais qui là étaient vraiment c'était plus du luxe qu'autre chose. Il existe d'autres types de marqueurs en plastique. Clover fait... qui sont un petit peu moins chers, il me semble, de mémoire. Non, ça c'était pas Clover, c'était chez Sostrengren, les Sœurs Green. Ils avaient fait ça pendant un moment. Donc c'est sur le même concept en fait, hein, ça se referme. Mais comme je tricote beaucoup de fingering, je les trouve trop épais. Et encore là c'est le plus petit. Également, voilà, ça c'est chez Clover. Il y a vraiment là des anneaux. Tout simplement donc qu'on met sur ses aiguilles. Et ils ont également pareil des petits comme des mousquetons. Ils sont plus gros. En fait, voilà, je les avais achetés parce que je sais plus pourquoi. Et en fait, je préfère les métalliques. Ils sont plus fins, je les trouve plus jolis et ça fait moins de marques en fait sur le tricot. Quand vous mettez des anneaux marqueurs un peu plus gros, ça finit par faire un peu des échelles. Et je crois que c'est tout hein, au niveau des anneaux marqueurs. Donc vraiment, moi je recommande les épingles de sûreté. C'est ce que je trouve le plus niveau qualité, prix et type de polyvalence d'utilisation, je trouve que c'est les plus intéressants. Ensuite, pendant le tricot, ce qui est toujours vachement pratique à avoir sur soi, c'est un crochet.
Par exemple, quand on perd une maille, un crochet c'est très pratique. Moi j'ai tendance à avoir un crochet qui est toujours plus petit que la taille de ce que je tricote habituellement, donc j'ai souvent un 2 mm avec moi. Parce que je trouve ça plus pratique en fait. Parfois aussi si vous piquez dans votre laine et que vous la dédoublez, c'est parfois pratique d'avoir un plus petit crochet pour pouvoir récupérer ce qui a été dédoublé. Voilà. Là c'est un clover ergonomique. À l'époque où je faisais du crochet, j'avais un peu toute la gamme comme ceci. Mais ils ont depuis sorti le clover Tulip, il me semble, que j'utilise pour ma couverture au crochet et que je trouve beaucoup plus agréable. Après, si vous n'avez pas du tout l'intention de faire du crochet et que c'est simplement pour dépanner, les petits en métal sont très bien. On en trouve pas mal dans les Emmaüs. Euh, voilà. Et ça, il me semble qu'ils sont aux alentours de 5 € je crois. Je crois. Ensuite, très pratique, un mètre ruban, parce que c'est bien d'avoir des choses droites comme ça pour les échantillons, parce que ça permet vraiment d'aplanir le... Mais autant quand on a des grandes longueurs, un mètre ruban c'est pratique, notamment pour prendre des mesures, ça permet de faire des circonférences. Voilà, donc un mètre ruban de couture. Hein. Moi j'en ai beaucoup parce que idem pareil, je finis par les perdre, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça c'est pratique, ça coûte pas très très cher. Souvent il y a une boîte pour les ranger, c'est vachement plus pratique que les garder comme ça, mais comme je les sors un petit peu tout le temps, je finis par le garder libre. Alors évidemment des ciseaux ou un coupe-fil, donc je pense que chez vous, vous avez quand même une paire de ciseaux. Mais ce qui est quand même pratique, c'est des petits ciseaux. Alors le mien est en forme d'oiseau, parce que je suis quelqu'un de sophistiqué. C'est ma maman qui me l'avait offert. Mais sinon, j'ai un coupe-fil aussi. C'est vrai que c'est pratique. Et puis, voilà, il en existe plein. Il existe même des coupe-fils qui passent dans l'avion. Ça peut être utile euh, à, à avoir et souvent ça coûte pas très très cher. Un accessoire que j'avais acheté parce que... Pardon, je fais du bruit. J'ai tout mis dans une boîte, sinon j'allais tout perdre. Euh, Idem chez les Sœurs Green, j'avais trouvé un lot de 3 ramasse-mailles ou trucs pour mettre les mailles en attente. Donc en fait, c'est comme une grosse épingle, hein, donc on met ses mailles, on ferme et ça met les mailles en attente. Pour être honnête, je les utilise très 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 peu. Parce qu'en fait, je préfère de loin mettre mes mailles en attente comme j'ai fait sur le corps de mon pull, sur des restes de fil en fait. Parce que au moins ça peut bouger comme on veut. Alors que ça, une fois que vous avez mis vos mailles, eh ben c'est fixe, ça bloque. Et moi je trouve ça assez embêtant quand je tricote en fait. Souvent, quand je tricote des top-down, donc des pulls qui se commencent par le haut, il y a un moment où il faut mettre les mailles des manches en attente pour pouvoir continuer le tube du corps. Imaginez-vous avec des machins comme ça des deux côtés, c'est pas pratique du tout. Alors que le fil, d'une, c'est une façon d'utiliser les petits restes que vous avez plutôt que de les jeter. Et voilà, ça bouge. Donc c'est vrai que ces trucs pour mettre les mailles en attente, je m'en sers pas vraiment en fait. Donc c'est pas forcément un produit que je recommande, même si je sais qu'on en fait des très beaux, parce que là les miens sont bleus métalliques, c'est pas très joli. On en fait des très très beaux, je trouve que c'est un bel objet quand il est pas bleu comme ça. Mais au final je m'en sers plus du tout, à vrai dire. Voilà pour pendant le tricot. Maintenant que vous avez terminé votre tricot, félicitations, il est temps de le bloquer. Pour le bloquer, il faut d'abord rentrer les fils. Il existe plein d'aiguilles pour rentrer les fils. Souvent, celles qu'on trouve dans les merceries, ce sont celles-ci en plastique, pardon. Mais comme vous voyez, le chat est immense. Clairement, quand on tricote de la fingering, ça ne convient pas. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ces aiguilles-là, qui sont légèrement recourbées, qui permettent en fait de bien prendre les mailles. Ça c'est un petit truc tout bête, mais une fois que je suis passée à ça, pareil, ça a révolutionné ma vie de tricot.
Et ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est qu'ils sont rangés dans un petit boîtier qui, donc voilà, malheureusement est en plastique. Ça permet de plus les perdre. Donc ça c'est vraiment une... Puis je mets, vous voyez, je mets toutes les aiguilles que j'ai et que je perds d'ailleurs. C'est Clover qui fait ça. Alors j'ai pas réussi à retrouver le prix, je sais plus où je l'ai acheté, ça fait un moment que je les ai. Pareil, ça c'est indispensable pour moi. Donc maintenant qu'on a rentré les fils, on va bloquer le tricot. Pour le bloquer, on le fait donc tremper dans de l'eau et c'est quand même mieux de le laver. Alors les lessives, vous pouvez acheter des lessives du commerce, des lessives pour laine, ce sont souvent des lessives avec rinçage. Et vous avez des petites choses comme Soak qui sont sans rinçage. Là j'ai celui sans odeur mais ils en ont avec odeur, donc en fait on en met un petit peu dans une bassine d'eau et on fait tremper. Moi j'utilise ça quand j'ai vraiment pour le blocage fin de tricot. Voilà, quand je veux ouvrir le tricot, voilà, je veux qu'il soit lavé, je veux qu'il soit propre, qu'il sente bon, tout ça. Mais comme je commence à en consommer beaucoup et que on cherche toujours des moyens de... Enfin, que je préfère mettre mon argent dans de la laine que dans de la lessive, en fait j'en ai fait moi-même. Donc dans un petit pot de confiture, 4 fruits de bonne maman, j'avais trouvé la recette sur internet et il disait que c'était la recette de base du Ukulele. De mémoire, donc là en fait c'est solide, hein. C'est des copeaux de savon, donc c'est des copeaux de savon de Marseille. Je crois qu'il y a du vinaigre blanc et il me semble qu'il y a un alcool ménager. Donc c'est vrai que quand on le fait, ça sent fort. Ça part après, j'ai trop senti. Moi j'ai rajouté un petit peu d'huile essentielle, j'ai mis Palmarosa parce que c'est ce que j'avais et que c'est antibactérien il me semble. Et alors ça je l'ai fait, il était même pas plein, je crois que c'était fin d'hiver dernier. Et en fait on utilise 3 fois rien quoi, moi je mets peut-être j'utilise une fourchette en plastique pour être honnête, et ça a son importance. Vraiment j'en mets au bout, peut-être un tiers d'une cuillère à café. Ce que je fais c'est du coup je prends ma bassine, je mets ma petite quantité de copeaux. Je fais chauffer de l'eau dans ma bouilloire, je fais chauffer à peu près 1 litre, j'attends que ça bout, je mets, et comme ça me permet de dissoudre bien tous les copeaux, et c'est là que la fourchette intervient. Ça permet d'écraser les copeaux et de mieux les dissoudre. Et ensuite, je remplis ma bassine d'eau froide. Comme ça me permet d'avoir une eau tempérée, pas trop chaude, mais d'avoir que mes copeaux soient bien dissous dans l'eau. Et je fais tremper tout simplement. Donc c'est ce que j'utilise pour l'entretien, enfin pour le lavage de mes tricots à moi. Parce que c'est... Enfin, voilà. Je préfère utiliser quelque chose de professionnel pour des choses que je veux offrir, mais c'est vrai que pour moi, ça me convient très bien, et c'est vrai que ça fait quand même économiser pas mal. Donc voilà, on a lavé notre tricot, maintenant il faut le bloquer. Pour le bloquer, il y a un truc pareil qui a un petit peu changé ma vie, c'est les peignes de blocage. Moi j'ai ceux de chez Knit Pro qui sont à 17 €. Qui sont donc des peignes avec des aiguilles très pointues. Et qui permettent en fait d'avoir des bords plus droits, on va dire, parce qu'en fait il existe également des épinglantées. Ce que vous allez me dire, je prends mes épingles de couture. Non, ça rouille. Il faut des choses qui ne rouillent pas. Donc il y a des petites épinglantées, je crois que c'est 3 balles sur internet. Ça c'est certes bien, mais le problème c'est qu'en fait, quand on bloque, on a envie d'étirer un petit peu. Et si on bloque avec des épingles comme ça a tendance à faire des pics au niveau du blocage. Et c'est là que les peignes sont intéressants. Ce qui permet d'avoir un blocage mieux réparti. C'est quand même pas mal d'avoir les deux, je trouve, parce que ça permet plus de versatilité. C'est un mot qui existe en français.
C'est plus versatile d'avoir les deux. Peu importe, on est lundi. Voilà, ces deux produits que... Enfin, vraiment, les peignes de blocage, c'est franchement pas mal. Il y en a des plus petits. Il y en a combien dedans? Il y en a 20 en tout. Moi, je me suis rarement trouvée à court de peigne en fait. Quand on bloque un pull par exemple, ça a été rare. Et après, voilà, je peux compléter avec des petites épingles pour aider. Mais normalement, un kit, enfin, moi je trouve que ça suffit. Il existe aussi des câbles de blocage. Si vous faites plus des choses en dentelle, des châles, ce genre de choses, ça peut être pas mal. J'avais entendu dire que ça pouvait être remplacé par des câbles de frein. Il faudrait confirmer parce que j'ai jamais essayé et je m'y connais pas en vélo. Et du coup, je sais pas s'il y a différents types de câbles, bref. En tout cas, ça peut être une piste si ça vous intéresse. Moi, je tricote assez peu de châles au final, donc c'est pas vraiment un produit qui me convenait. Et donc maintenant qu'on a nos peignes, qu'on a notre tricot, il faut bien le bloquer sur quelque chose. Pendant très longtemps, je bloquais en fait sur mon lit, ce qui n'était pas l'idéal, donc je mettais plusieurs serviettes et puis je bloquais comme ça. J'ai investi la semaine dernière, je change de pied parce que j'ai mal. Ça fait quand même 1 heure que je papote. Donc. La semaine dernière, j'ai investi dans des tapis de blocage, mais pas les tapis de blocage professionnels de tricot, parce que ceux-là, ils coûtent assez cher. J'ai vu que Nipro en faisait. Vous avez 6 blocs pour 24 €. Et en fait, j'avais mis à peu près tous les gens autour de moi qui faisaient des vide-greniers, je leur avais dit si vous trouvez des tapis en mousse pour enfants, en puzzle comme ça, je prends. Et ma belle-sœur l'autre jour m'a dit ah, il y a quelqu'un qui en vend sur un groupe Facebook, je crois. J'en ai eu 12 pour 10 €. Donc voilà. Ce qui est très pratique en fait, c'est que le fait qu'il puisse s'emboîter un petit peu dans tous les sens, ça permet de s'adapter aux tailles de ce que vous avez, à la taille de ce que vous avez à bloquer. Par exemple, un pull, vous pouvez le bloquer bien avec les manches comme ça, sans avoir quelque chose qui fait 4 mètres sur 4 mètres. Pas d'exagération chez nous. Voilà, il y a juste les formes à l'intérieur qui ont tendance à tomber. Mais de toute façon, comme vous le bloquez à plat et que vous épinglez dessus, moi j'ai trouvé que ça séchait quand même, ça séchait plus vite que sur la serviette éponge, puisque comme la serviette éponge a tendance à absorber aussi, ça crée de l'humidité qui reste en fait. Donc souvent ce que je faisais, c'est que je bloquais en 2 jours. Dans la journée, je bloquais face A, puis après je retournais à la crêpe et je bloquais face B le lendemain. Je suis très très contente d'avoir trouvé ces tapis et franchement, ça coûte rien. Et ça sert à rien d'acheter la version tricot à 3 fois plus cher. Pour les chaussettes, alors, j'en avais déjà parlé, il me semble. Bloquer des chaussettes, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Moi, j'aime bien les bloquer quand je les offre. Et du coup, j'avais investi dans des. Enfin, investi, là encore. Je les ai payés moins de 10 €. Pardon, excusez-moi. Moins de 10 € sur Etsy. Voilà, tout simplement. Des petits bloqueurs, on met la chaussette dessus, on suspend, puis ça sèche bien. Ceux-là sont un peu faibles. J'ai demandé à le mec de ma mère travaille le bois. Je pense que je vais lui demander de m'en faire d'autres plus épais. Voilà. Il en existe aussi en plastique. Je les trouve pas jolis, je les préfère en bois. Voilà. On a bientôt terminé, donc là vous avez bloqué votre projet, etc. Au niveau des finitions, là c'est vraiment pas pour c'est vraiment un extra, je voulais en parler parce qu'elles sont mignonnes. Il existe des petites étiquettes que vous pouvez coudre. Parfois il y a des pulls qui n'ont pas forcément un dos et un devant très clairs. Je sais que mon Milly par exemple, il faut absolument que je lui mette une étiquette parce que j'en ai marre de chaque fois que je le porte de me dire alors attends, c'est dans quel sens déjà, où est le dos, où est le devant. Donc ça, je les avais trouvés, c'est la marque encore My Name Is. Donc c'est des petites étiquettes en tissu, enfin il y a l'air d'avoir un petit quelque chose sur le tissu quand même, qui ont des petites impressions, puis il y a des petits trucs marrants.
Il y en a plein, hein, je crois qu'il y en a soit... Je sais plus combien, enfin... Il y en a beaucoup. Ils ont pas mal de modèles différents, de tailles différentes, de formats différents, mais globalement c'est autour des 8 € pour un rouleau comme ça. Au départ, moi je les apposais à la main. Maintenant, sur ma machine, en fait, je le fais. J'avais posté une photo sur Instagram, notamment. Je trouve que le rendu est bien. Souvent, c'est dans le dos, donc ça se voit pas. Si on prend un fil qui est globalement de la même couleur et qu'on fait ça proprement, avec des petits points, ça passe nickel. Pour terminer, un dernier outil qui est plutôt pratique, plus au niveau de l'entretien des tricots, c'est une machine pour enlever les bouloches. Alors c'est vrai que moi pendant très longtemps j'ai enlevé les bouloches avec des petits rasoirs jetables. Mais c'est un petit peu chiant à faire, ça en met partout, et c'est vrai que j'avais toujours un petit peu peur d'abîmer mon tissu, notamment au niveau des bords des rasoirs jetables. J'ai donc investi dans ce petit appareil Philips qui, globalement, dans ce que j'ai vu, coûte à peu près moins de 15 €, qui fonctionne donc à pile. On enlève la protection, donc vous avez une grille en fait avec derrière il y a des lames qui tournent, et puis là ça va rien enlever parce que j'ai pas de bouloche, mais ça rase les bouloches, c'est un rase-bouloche on va dire. Le vrai mot c'est un rasoir anti-bouloche, j'étais pas loin. Et donc ça collecte les bouloches dans ce petit machin qu'on peut après vider. C'est quand même vachement pratique. Je le recommande même sur des... On peut avoir d'autres fringues qui boulochent. Je sais que souvent les manteaux en laine bouillie, ça bouloche aussi. C'est super pratique pour enlever. Et c'est donc fini pour ce petit tour d'ensemble du matériel autour du tricot. Il existe plein d'autres choses. Vous avez peut-être vous aussi des petits outils qui ont changé votre vie. N'hésitez pas à m'en parler, à nous en parler d'ailleurs. Alors voilà pour moi cette semaine. J'ai quand même envie d'essayer de faire un podcast la semaine prochaine. C'est vrai que là j'ai pas trop réussi à garder un rythme d'un podcast toutes les semaines. Mais je sens que ça me manque. Donc voilà. En projet pour la semaine prochaine, il faut que je commence mon A Hint of Summer d'Isabelle Kremer. Je commence le corps. J'aimerais bien finir le bonnet parce qu'en petit projet, j'aimerais commencer les chaussettes que je veux faire pour mes frères pour Noël. Globalement, voilà. Et il faudrait aussi du coup que je commande les laines qui me manquent pour mes projets. Voilà pour moi. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis au prochain podcast.